Mon frère a tenté de ruiner notre entreprise pour me faire passer pour un voleur. Ce qu'il ignorait, c'est que notre père avait laissé un dossier chez le notaire avant de mourir. Je m'appelle Peter, j'ai 54 ans, et depuis presque 30 ans, mes semaines commencent avant le lever du soleil, avec l'odeur du café tiède dans un gobelet en carton et celle de la sueur qui colle aux manches. Je vis à 15 minutes de l'atelier familial, une menuiserie en périphérie de Lyon, coincée entre une zone artisanale, un dépôt de carrelage et un rond-point que tout le monde déteste. Mon père, Gérard, avait créé l'entreprise avec 2 machines d'occasion, une vieille camionnette blanche et une obstination qui faisait peur aux banquiers. Moi, j'ai passé ma vie à la maintenir debout. Mon frère Benoît, lui, a toujours dit qu'il était né pour la diriger. Dans notre famille, les rôles étaient distribués depuis l'enfance. Benoît avait le droit de claquer les portes, de quitter un repas en insultant quelqu'un, de planter un rendez-vous parce qu'il ne sentait pas le client. Moi, je devais arranger. Quand il oubliait de commander des charnières, je trouvais un fournisseur à Saint-Priest en urgence. Quand il promettait une livraison impossible, je passais le samedi à l'atelier avec Malik, notre chef d'équipe, à charger des panneaux dans le fourgon. Quand il hurlait sur un salarié, je rappelais le gars le lendemain pour m'excuser à sa place. Ma mère, Mireille, résumait tout avec une phrase que je pourrais encore réciter les yeux fermés en me rappelant que c'était mon frère et que je devais faire un effort. Elle ne demandait jamais à Benoît de se calmer. Elle me demandait à moi de comprendre pourquoi il explosait. Le dimanche midi, dans sa maison de Caluire, c'était pareil. Elle servait son rôti, posait le gratin dauphinois sur la table, et si Benoît arrivait avec 25 minutes de retard en parlant trop fort, elle le justifiait en disant qu'il avait eu une grosse semaine. Si je refusais de lui prêter le camion de l'entreprise pour son déménagement personnel, elle me fixait comme si j'avais laissé un enfant dehors sous la pluie. Mon père voyait plus de choses qu'il ne le disait. Il n'était pas tendre, mais il savait compter. Il connaissait le prix d'un panneau de chêne, la marge sur une banque d'accueil, le coût d'une heure perdue parce qu'un plan avait été mal lu. Pendant longtemps, je lui en ai voulu de ne pas me défendre franchement. Il soupirait, disait à Benoît d'arrêter ses excès, puis il me glissait dans l'atelier que moi, au moins, je comprenais. À l'époque, je prenais ça pour un compliment. Avec le recul, c'était surtout une charge qu'il me déposait dans les bras. Après sa mort, j'ai compris qu'il avait choisi une autre manière de me défendre. Trop tard peut-être, mais pas inutile. L'entreprise s'appelait Menuiserie Gérard et Fil. Le portail métallique grinçait depuis 15 ans malgré toutes mes promesses de le remplacer. Le parking était en gravier, avec 3 places mal tracées et un vieux chariot élévateur qui démarrait seulement quand il était de bonne humeur. Le matin, avant 7 heures, on entendait les premières machines se lancer, la scie à format, l'aspiration, les voix des gars qui se coupaient la parole autour du tableau blanc où Malik notait les chantiers de la semaine, les noms des poseurs, les livraisons de Stratify. Les retards de quincaillerie et les factures fournisseurs à 30 jours. Chantal, notre comptable, travaillait dans le bureau du fond depuis 22 ans. Elle avait des classeurs pour tout, des pochettes par couleur, des relevés imprimés même quand la banque envoyait déjà tout par mail. Je me moquais parfois gentiment d'elle, mais quand il fallait retrouver une facture de 2017 ou prouver qu'un client avait validé un devis par retour de mail, tout le monde courait chez Chantal. Benoît avait un bureau aussi, officiellement. En pratique, il y passait quand il voulait. Il disait qu'il faisait du développement commercial, qu'il réfléchissait à l'avenir, qu'il ne fallait pas rester bloqué dans le passé. Ce n'était pas faux, pas complètement. Il avait parfois de bonnes idées. Le problème, c'est qu'il confondait une idée avec un plan avec une décision, et une décision avec un ordre. Moi, je signais les devis, je gérais les plannings, je rappelais les clients, je négociais avec les fournisseurs, je passais à la mairie quand un chantier nécessitait une autorisation, je conduisais jusqu'à Villefranche ou Vienne pour vérifier une pause qui s'annonçait mal. Je n'avais pas la vision, comme disait mon frère. J'avais les clés, les factures, les clients mécontents à rappeler et les salariés à payer le dernier jour du mois. Tout a basculé avec le contrat Roussel. Claire Roussel était directrice des achats pour un groupe hôtelier régional. 4 établissements devaient être rénovés, dont un hôtel près d'Annecy et un 3 étoiles à Lyon, côté Confluence. Boiserie murale, banque d'accueil, placard sur mesure, tête de lit, habillage de bar. Rien d'extravagant, mais du travail précis, répétitif, rentable si le planning était bien tenu. Ce contrat n'était pas une victoire de prestige. C'était presque 12 mois de salaire tranquille.
Je travaillais dessus depuis 3 mois. Devis ligne par ligne, échantillon de plaquage validé, échange avec l'architecte, planning avec Chantal pour la trésorerie, repérage avec Malik pour anticiper les pauses. Claire Roussel était exigeante, mais correcte. Elle répondait vite, posait des questions claires et ne marchandait pas pour le plaisir. Elle voulait un fournisseur fiable. Moi, je voulais que l'atelier respire enfin sans vérifier le compte bancaire tous les vendredis. Un lundi matin de novembre, je suis arrivé à l'atelier avec un café acheté à la boulangerie du Rond-Point. Il faisait encore nuit, et la pluie collait sur les vitres du bureau. J'ai ouvert ma boîte mail avant même d'enlever mon manteau. L'objet m'a sauté au visage, indiquant le retour urgent d'un avenant de contrat d'agencement. Le message venait de Claire Roussel, mais il transférait une chaîne que je n'avais jamais vue. Benoît lui avait écrit depuis l'adresse générale de l'entreprise. Il s'était présenté comme directeur opérationnel, avait baissé le prix global de 15% sans consulter personne, accepté des pénalités de retard délirantes et promis une livraison en 6 semaines alors que même en travaillant le samedi, il en fallait 10. Au milieu de la chaîne, Claire demandait une confirmation écrite de ma part. Benoît avait répondu que j'étais informé, affirmant que je bloquais car je refusais d'avancer, et demandait qu'on lui retourne l'avenant signé avant 18h. J'ai relu 3 fois la phrase. Pas parce que je ne comprenais pas. Parce qu'une partie de moi espérait encore que j'avais mal compris. Benoît est arrivé vers 9h30, veste ouverte, téléphone à la main, avec son air de quelqu'un qui entre dans une pièce déjà à son nom. Je l'ai appelé dans mon bureau pour lui demander s'il avait écrit à Claire Roussel. Il n'a même pas fait semblant et a répondu qu'il fallait bien que quelqu'un débloque le dossier. Je lui ai fait remarquer qu'il avait baissé le prix de 15%. Il a répliqué que c'était comme ça qu'on gagnait un marché. Je lui ai rappelé qu'on l'avait déjà gagné et qu'on était en phase de validation. Il a levé les yeux au ciel, m'expliquant que c'était exactement mon problème, que je croyais qu'un client restait acquis parce qu'il avait souri en réunion, alors que lui sécurisait l'affaire. J'ai gardé la voix basse, car Malik passait dans le couloir avec 2 plans roulés sous le bras, et je lui ai reproché d'avoir aussi accepté des pénalités qui pouvaient nous mettre en grande difficulté, tout en promettant un délai impossible. Benoît s'est penché vers moi, les 2 mains sur mon bureau, et a affirmé que c'était impossible pour moi, mais pas pour quelqu'un qui savait pousser une équipe. Il est sorti avant que je réponde. J'aurais pu le retenir, hausser le ton, lui rappeler devant tout le monde qu'il n'avait pas le pouvoir de signer ça. Je ne l'ai pas fait. Par habitude, sans doute. Par fatigue aussi. J'ai écrit à Claire un mail prudent, professionnel, pour lui demander de suspendre toute validation en attendant une réunion de clarification. Puis j'ai appelé Chantal pour lui annoncer qu'il fallait qu'on reprenne le dossier Roussel depuis le début. Elle a marqué un silence avant de me demander si cela concernait seulement le dossier Roussel. J'aurais dû entendre l'alerte dans sa voix. Le lendemain, l'ambiance s'est sérieusement dégradée dans l'atelier. Ce n'était pas spectaculaire. Personne ne m'a insulté. Personne n'a jeté son tablier. C'était plus discret, donc plus violent. 2 gars de la pause se sont tus quand je suis entré dans la salle de pause. Malik ne me regardait plus pareil. Sur le tableau blanc, quelqu'un avait effacé mon planning du chantier de Tassin et écrit en gros qu'il fallait attendre la validation de Benoît. J'ai pris le feutre, je suis resté devant le tableau et j'ai demandé qui avait modifié cela. Personne n'a répondu. Les machines tournaient derrière la cloison, avalant le silence. À la pause de 10h, j'ai demandé à Malik de venir dans la cour. On s'est mis près du portail, à côté du cendrier mural que personne ne vidait jamais. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a frotté sa barbe, mal à l'aise, et m'a avoué que ça parlait dans l'équipe. Je voulais savoir de quoi ça parlait. Il a regardé vers l'atelier avant de m'expliquer que Benoît racontait que je voulais vendre la boîte, que je bloquais le contrat Roussel pour faire baisser la valeur, et qu'il manquait de l'argent sur certains comptes. J'ai cru avoir mal entendu et je lui ai demandé si mon frère m'accusait vraiment de détourner des fonds. Malik n'a pas répondu tout de suite, ce qui était une réponse en soi. Je suis resté immobile, avec le bruit de la route au loin et l'odeur du vernis qui sortait par la porte de service. Vendre la boîte? Détourner l'argent de l'entreprise. Celle que j'avais tenue quand mon père était malade, celle pour laquelle j'avais raté des anniversaires, des vacances, et même la dernière fête d'école de ma fille parce qu'un hôtel à Bourg-en-Bresse avait eu une fuite d'eau sur des panneaux fraîchement posés. Malik a fini par me rassurer en disant qu'il me rapportait juste ce qu'il avait entendu. Je lui ai dit que je le savais.
Il a ajouté que les gars étaient inquiets, ce à quoi j'ai répondu que je l'étais aussi. Il a hoché la tête, mais je voyais bien qu'il ne savait pas encore où se mettre. Malik n'était pas un lâche. Il avait 20 ans d'atelier dans les mains, il connaissait mes heures, mes samedis, mes colères retenues. Mais une accusation touchant aux finances, dans une petite entreprise familiale, ça salit vite. Même ceux qui vous respectent regardent leur chose sur le temps de savoir si la rumeur est fondée. Le soir même, ma mère m'a appelé. Les machines venaient de s'arrêter. J'étais seul dans le bureau, avec la lumière froide du néon et le planning Roussel étalé devant moi. Elle m'a annoncé d'emblée que mon frère était très blessé par mon attitude. Pas de bonjour. Pas de questions sur mon état ou sur ce qui se passait exactement. Je lui ai expliqué que Benoît racontait que je prenais de l'argent dans l'entreprise. Elle a rétorqué qu'il n'avait sûrement pas voulu dire ça comme ça, et que je savais comment il était. Justement, je savais très bien comment il était. Elle a soufflé dans le combiné pour me dire de ne pas commencer, que mon père n'aurait pas voulu que nous nous déchirions pour des papiers. J'ai précisé que ce n'était pas des papiers, mais des contrats, des salaires et des comptes bancaires. Elle a conclu en disant que Benoît était impulsif mais avait bon fond, et que puisque j'avais toujours été plus posé, je devais faire un effort. Je me suis tourné vers la vitre qui donnait sur l'atelier. Le chariot élévateur était garé de travers. Une pluie fine tombait sur le parking en gravier. Pendant des années, cette phrase m'avait fait céder. Elle appuyait au bon endroit, là où l'aîné responsable se confondait avec le fils utile. Ce soir-là, quelque chose s'est fermé en moi. Pas une colère spectaculaire. Pas une envie de hurler. Juste une porte intérieure qui se verrouillait. Je lui ai simplement répondu que j'allais m'en occuper. Elle a voulu savoir si j'allais lui parler calmement, mais j'ai répété que j'allais m'en occuper. J'ai raccroché avant qu'elle ne trouve une autre manière de me rendre coupable. Le lendemain matin, Chantal est venue dans mon bureau avec une chemise cartonnée sous le bras. Elle avait cette tête des gens qui ont gardé trop longtemps une mauvaise nouvelle. Elle a fermé la porte derrière elle, ce qu'elle ne faisait presque jamais, et m'a conseillé de regarder son dossier avant de parler à mon frère. Elle a posé la chemise devant moi, puis elle s'est assise sans attendre que je l'invite. À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires, des copies de tickets, des exports imprimés et des notes manuscrites. Elle m'a montré 3 dépenses faites avec la carte de l'entreprise. Un séjour dans un hôtel à Biarritz, en plein mois de mai, noté comme déplacement fournisseur. Un acompte chez un concessionnaire pour une moto, passé comme avance de matériel. Plusieurs repas dans un restaurant de Lyon où nous n'avions aucun client, aucun fournisseur, aucun rendez-vous connu. Je lui ai demandé si c'était l'œuvre de Benoît. Elle a pincé les lèvres, confirmant que c'était sa carte et que les notes étaient de sa main. Elle a sorti une autre pile en m'expliquant qu'il y avait aussi des factures qu'il avait mises de côté. Pas perdues, simplement mises de côté. Des relances pour des panneaux, des ferrures, des livraisons de Stratify. Des courriers de la banque qui n'étaient jamais arrivés sur mon bureau. Certains concernaient des découvertes évitées de justesse. D'autres, des alertes sur des mouvements inhabituels. Une lettre portait un tampon rouge indiquant une deuxième relance. Je me souvenais parfaitement de la semaine correspondante, Benoît m'avait reproché devant Malik d'être paranoïaque avec la trésorerie. Je lui ai demandé depuis quand elle constatait ces anomalies. Chantal a baissé les yeux et a avoué que c'était de petites choses qui duraient depuis longtemps, des choses qu'elle arrivait à régulariser. Elle s'était dit que mon père savait, ou que je savais, et puis après le décès de mon père, la situation l'avait dépassé. Je ne lui ai pas crié dessus. Ça n'aurait servi à rien. Chantal n'était pas le problème. Elle avait fait ce que beaucoup font dans les entreprises familiales, elle avait confondu discrétion et prudence, jusqu'au moment où la prudence devient complicité malgré soi. Je lui ai demandé de me faire des copies de tout, les relevés, les factures, les messies elle en avait, et de garder les originaux dans son armoire fermée. Elle m'a regardé avec une inquiétude nouvelle et m'a demandé si j'allais le confronter. J'ai pensé à ma mère, à Malik, au gars qui se taisait en salle de pause, au contrat Roussel qui pouvait nous sauver ou nous casser, et je lui ai répondu que ce ne serait pas pour tout de suite. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas cherché à calmer la situation. J'ai cherché à comprendre jusqu'où Benoît était allé. 2 jours plus tard, Claire Roussel m'a appelé depuis son portable personnel. Il était 18h40. Je venais de sortir de l'atelier, les mains encore sèches de poussière malgré le savon. Elle s'est excusée de me déranger, ce à quoi j'ai répondu qu'elle pouvait parler librement.
Sa voix était posée, mais plus froide que d'habitude. Elle a préféré me prévenir directement que les derniers mails de mon frère ne ressemblaient pas à ma manière de travailler. Elle a souligné que mes messages habituels étaient précis, tandis que ceux-là étaient agressifs et incohérents. Elle m'a expliqué qu'il lui avait demandé de signer un avenant dans la journée, avec des conditions que personne de sérieux n'accepterait, ce qui l'avait poussé à suspendre le dossier. Elle a insisté sur le mot suspendu, et non annulé. Je me suis appuyé contre la portière de ma voiture pour la remercier de me prévenir. Elle a ajouté qu'elle allait me transférer la chaîne complète et qu'elle pouvait attester que la suspension venait de ces échanges, et non de ma gestion précédente. Cependant, elle a été très claire sur le fait qu'elle ne prendrait aucun risque juridique pour une querelle interne. Je lui ai assuré que je comprenais. Elle a conclu en me conseillant de régler mon problème de gouvernance avant que nous reparlions du chantier. Elle a raccroché quelques minutes plus tard. Dans les mails qu'elle m'a envoyés, Benoît écrivait que je retenais volontairement les informations, que je faisais perdre du temps à l'entreprise, et que lui seul pouvait sauver le contrat. Dans un message, il suggérait ouvertement que je mélangeais les comptes personnels et les comptes professionnels de la société. L'objet du mail était presque grotesque, mentionnant la validation du planning de l'hôtel. Je l'ai imprimé, comme les autres, et je l'ai ajouté au dossier. Le même après-midi, j'ai appelé Maître Delorme, le notaire qui avait géré la succession de mon père. Son étude se trouvait dans le centre de Lyon, près d'une rue trop calme pour le quartier, avec une plaque dorée, un interphone capricieux et une salle d'attente où les magazines dataient de l'année précédente. Je pensais demander une simple copie des statuts et vérifier noir sur blanc ce que Benoît pouvait ou ne pouvait pas signer. Maître Delorme m'a reçu le lendemain à 14h30. Son bureau sentait le papier, le café froid et le bois ciré. Tout était rangé trop droit, les dossiers cartonnés, les stylos, la carafe d'eau que personne ne touchait. Quand j'ai expliqué la situation, il m'a écouté sans m'interrompre. Puis il s'est levé, a fermé la porte et a sorti d'une armoire une enveloppe beige. Sur le devant, il y avait mon prénom écrit de la main de mon père. Peter. Un seul mot. Aucun effet. Et pourtant, j'ai senti mon estomac se serrer. Le notaire m'a expliqué que mon père lui avait demandé de me remettre ce document si un conflit de gestion sérieux survenait avec mon frère. J'ai répété l'expression, surpris, et il a confirmé en posant l'enveloppe devant moi que c'étaient les mots exacts de mon père. Avant de me laisser l'ouvrir, il m'a expliqué que 6 mois avant sa mort, mon père avait modifié la structure de la société. Les statuts avaient été régulièrement signés, enregistrés et déposés. Les parts de contrôle et la majorité des droits de vote liés aux décisions opérationnelles m'avaient été attribués. Benoît conservait des parts, mais il n'avait pas le droit d'engager seul l'entreprise au-delà d'un certain montant. Les contrats importants nécessitaient ma signature. Une clause prévoyait même la suspension de ses droits de gestion en cas d'usage abusif des fonds ou d'engagement contractuel non autorisé. J'ai eu du mal à parler et je lui ai demandé pourquoi mon père ne m'en avait rien dit. Maître Delorme a pris le temps de m'expliquer que mon père pensait que je continuerais à protéger mon frère si je savais seulement qu'il s'inquiétait pour l'avenir de l'entreprise. Il voulait que les documents parlent au moment où les paroles ne suffiraient plus. J'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait une copie des statuts, quelques notes, et une lettre courte. Mon père n'écrivait pas de grandes déclarations. Il n'avait jamais su le faire. Même à l'hôpital, quand je lui avais apporté des chemises propres et qu'il m'avait demandé si les gars avaient bien reçu leur paie, il avait seulement serré ma main 2 secondes de plus. Sa lettre disait qu'il avait mis trop de temps à regarder les choses en face. Il y expliquait que Benoît n'avait pas besoin qu'on lui donne les clés, mais qu'il avait besoin qu'on l'empêche de tout détruire. Il ajoutait qu'il m'avait trop demandé de réparer les dégâts, et me conseillait de ne pas laisser ma mère me forcer à sombrer avec lui. Il avait simplement signé d'un mot, papa. J'ai relu la lettre jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Maître Delorme m'a ensuite parlé d'anciens incidents que mon père avait consignés. Des devis retardés volontairement. Des remises promises sans validation à certains clients. Des mails contradictoires envoyés pour me faire passer pour trop lent, trop prudent, trop dépassé. Des choses que j'avais attribuées à l'incompétence ou au désordre de Benoît, alors qu'elles formaient déjà une méthode. Le notaire a précisé que mon père n'était pas fier d'avoir laissé durer cette situation, ajoutant qu'il ne me disait pas cela pour le défendre, mais simplement pour me rapporter ses propos. Je suis sorti de l'étude avec le dossier sous le bras et je suis resté 10 minutes dans ma voiture sans démarrer. Dehors, les gens passaient sur le trottoir, pressés, normaux. Une femme tirait un enfant par la main. Un livreur descendait de son scooter.
Le monde continuait, comme si je ne venais pas de découvrir que mon père m'avait cru plus qu'il ne me l'avait jamais montré. J'aurais voulu être soulagé. Je l'étais un peu. Mais il y avait aussi une tristesse lourde, presque physique. Mon père avait vu. Il avait compris. Et malgré ça, il m'avait laissé porter la paix familiale jusqu'à l'épuisement. Le soir, Benoît m'a envoyé un SMS pour m'informer que notre mère était en larmes et pour me demander si j'étais content. J'ai regardé l'écran longtemps, puis j'ai répondu par écrit que nous parlerions de l'entreprise le lendemain, et pas par message. Il a répliqué presque aussitôt en exigeant que j'arrête mon petit numéro et en annonçant que nous allions faire une vraie réunion avec tout le monde. Je n'ai pas répondu. Pour une fois, son impatience m'arrangeait. À partir de là, j'ai cessé de réagir aux provocations. Quand Benoît me lançait une pique devant les salariés, je notais l'heure. Quand il envoyait un mail agressif, je l'archivais. Quand il passait derrière moi pour donner une consigne différente à un poseur, je demandais une confirmation écrite. Quand ma mère m'appelait pour dire que je devais faire un pas vers lui, je répondais simplement que j'allais m'en occuper. Mais je ne m'occupais plus de sauver Benoît. Je m'occupais de sauver l'entreprise. Avec Chantal, nous avons sauvegardé les boîtes mail, récupéré les contrats, imprimé les avenants non autorisés, classé les dépenses suspectes par date. Elle m'a préparé un état précis, montant, justificatif manquant, écriture passée, facture bloquée, relance bancaire. Elle travaillait en silence, les lèvres serrées, comme quelqu'un qui sait qu'elle est en train de réparer aussi son propre silence. J'ai rencontré Maître Vasseur, un avocat recommandé par un fournisseur de quincaillerie professionnelle. Son cabinet était près de la Pardieu, dans un immeuble moderne où tout semblait trop vitré. Il a lu le dossier sans presque parler. Parfois, il soulignait une phrase, demandait une date, vérifiait un nom. À la fin, il a retiré ses lunettes pour me dire que j'appelais cela un conflit familial, mais que lui appelait cela un risque juridique sérieux. Je lui ai avoué que je ne voulais pas causer de tort à mon frère. Il l'a compris, mais a souligné que pour l'instant, c'était lui qui mettait la société en danger, évoquant des sujets de mandat social, de pouvoir de signature et de possibles abus concernant l'usage des finances de l'entreprise. Il a ajouté que nous n'allions pas transformer cela en scène de théâtre, mais que nous allions recadrer les choses. Je lui ai demandé comment nous allions procéder. Il m'a expliqué le plan, je laisserai mon frère organiser la réunion qu'il réclamait. Je ne l'insulterai pas et ne le menacerai pas. Je présenterai les statuts, les mets, les dépenses et les attestations, et ensuite, l'avocat notifierait la suspension de ses droits de gestion conformément aux documents. Il a conclu en rappelant que les contrats familiaux n'existaient pas, mais que les mandats, oui. Cette phrase m'est restée. Benoît voulait depuis des semaines une clarification familiale. Il voulait ma mère, Chantal, Malik, 2 salariés anciens et, dans son arrogance, Claire Roussel. Il pensait sans doute qu'elle viendrait me reprocher d'avoir mis le chantier en péril. Il voulait aussi que Maître Delorme soit là, convaincu que le notaire ne ferait que rappeler que nous étions tous les 2 héritiers. Quand j'ai ajouté Maître Vasseur à la liste, il m'a accusé de dramatiser, me demandant au téléphone si un avocat était vraiment nécessaire. Je lui ai confirmé que pour une réunion sur la direction d'une société, ça l'était. Il a ricané en disant que c'était pour cela que je bloquais tout, parce que j'avais peur. J'ai clos la discussion en acceptant sa réunion. Elle a eu lieu un jeudi à 17h, dans la salle où l'on prenait d'habitude les cafés debout, entre les plans roulés, le micro-ondes taché et le vieux frigo qui vibrait trop fort. Les machines venaient de s'arrêter. On entendait encore l'aspiration redescendre, comme un souffle fatigué. Benoît était arrivé en chemise neuve, veste sombre, téléphone posé face visible sur la table. Ma mère s'est assise près de lui, et pas près de moi, ce que j'ai remarqué sans surprise. Chantal avait son classeur devant elle. Malik s'était mis au bout, les bras croisés, l'air de vouloir être ailleurs. Claire Roussel était venue avec son ordinateur fermé. Maître Delorme et Maître Vasseur se sont installés côte à côte, calmes, presque trop calmes. Benoît a commencé avant même que tout le monde soit bien assis, en affirmant qu'on ne pouvait plus continuer avec moi, que je faisais peur aux clients, cachais des choses aux équipes et refusais de moderniser l'entreprise. Il a ajouté qu'à un moment, il fallait choisir entre l'avenir et l'immobilisme. Personne ne parlait. Il a pris ce silence pour un soutien. Il a poursuivi en disant que le contrat Roussel était l'exemple parfait, que nous avions une opportunité énorme mais que j'avais préféré m'attarder sur des détails, alors que lui avait pris ses responsabilités, comme devait le faire un dirigeant.
J'ai regardé Claire, qui n'a pas bougé. Benoît a alors proposé plus fort que je me retire de la direction opérationnelle, précisant que je pourrais rester associé et que personne ne voulait me mettre dehors, mais qu'il fallait quelqu'un avec une vision et capable de prendre des risques. Ma mère a soupiré, comme si tout cela la fatiguait plus que ça ne l'inquiétait, et m'a demandé de faire un effort, ajoutant que ce n'était pas contre moi, mais pour la famille. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il y a des phrases qui, à force d'être répétées, deviennent des meubles. On ne les voit même plus, jusqu'au jour où on décide de les sortir de la pièce. J'ai posé mon dossier sur la table, pas trop fort, juste assez pour que le bruit coupe l'air. J'ai accepté de parler de la famille, mais aussi de ce qu'il avait signé sans autorisation. Benoît a souri de travers en m'accusant encore de dramatiser. J'ai ouvert le dossier et sorti les statuts modifiés. Je les ai fait glisser vers Maître Vasseur, qui les a placés au centre de la table. J'ai expliqué que ces statuts avaient été signés par notre père 6 mois avant son décès, qu'ils avaient été enregistrés et que Maître Delorme pouvait le confirmer. Le notaire a joint les mains pour confirmer la validité de ces documents, précisant qu'il m'attribuait la direction opérationnelle effective et le contrôle des engagements importants de la société, et que Benoît ne pouvait pas engager seul l'entreprise sur le contrat Roussel. Benoît a cligné des yeux. Une fraction de seconde, son visage s'est vidé. Puis il a repris son masque en déclarant que notre père n'aurait jamais fait ça. Maître Delorme l'a regardé calmement et a assuré que si, précisément pour éviter ce type de situation. Ma mère s'est redressée pour signaler que Gérard ne lui en avait jamais parlé. Le notaire lui a répondu avec justesse qu'il n'y était pas obligé. La phrase a touché juste. Ma mère a serré son sac contre elle, comme si on venait de lui enlever une place réservée. Benoît a tapé du doigt sur la table, insistant sur le fait que même si c'était vrai, cela ne changeait rien au fait que je bloquais la boîte. J'ai alors proposé de passer au mai. J'ai sorti la chaîne transmise par Claire, les messages concernant l'avenant de contrat, ceux où il se présentait comme directeur opérationnel, ceux où il acceptait les pénalités, ceux où il écrivait que j'étais informé. Et celui où il insinuait que je mélangeais mes finances personnelles avec celles de l'entreprise. Je n'ai pas lu avec colère. J'ai lu comme on lit un relevé de compteur. Benoît m'a interrompu pour dire que c'était une stratégie de négociation et que je ne comprenais rien au commerce. Claire Roussel a ouvert son ordinateur et a pris la parole pour être très précise. Elle a déclaré qu'elle avait suspendu le dossier à cause de ses mets, et non à cause de moi. Elle a expliqué que les conditions proposées par mon frère étaient incohérentes et dangereuses pour notre entreprise comme pour la sienne, et que ces accusations internes n'avaient rien à faire dans un échange commercial. Benoît s'est tourné vers elle pour lui rappeler qu'elle avait dit vouloir avancer vite. Elle a répondu qu'avancer vite ne voulait pas dire signer n'importe quoi. Le silence qui a suivi a été le premier vrai silence de la réunion. Pas un silence gêné. Un silence qui change de camp. J'ai ensuite fait signe à Chantal. Elle a ouvert son classeur avec des gestes précis. Sa voix tremblait un peu au début, puis elle s'est stabilisée en s'appuyant sur les chiffres. Elle a énuméré l'utilisation de la carte société numéro 4382, employée à Biarritz du 12 au 14 mai pour un déplacement sans aucun rendez-vous fournisseur identifié. Elle a mentionné un acompte versé le 3 juin à un concessionnaire moto, passé initialement en avance de matériel, ainsi que 3 repas dans un restaurant sans nom de client. Elle a aussi listé plusieurs factures retirées du circuit de validation entre septembre et octobre, et 2 courriers bancaires non transmis à la direction. À chaque ligne, Benoît répétait une variante de la même défense, affirmant que ce n'était pas ce qu'on croyait, que c'était temporaire, qu'il devait récupérer une facture ou que Chantal mélangeait tout. Mais pour la première fois, personne ne se précipitait pour croire autre chose. Malik, au bout de la table, n'avait pas encore parlé. Benoît l'a cherché du regard pour lui demander de dire publiquement que je freinais l'entreprise. Malik a frotté ses mains l'une contre l'autre. Il détestait être au centre de l'attention et on aurait dit qu'il préférait porter seul une armoire lourde plutôt que de prononcer une phrase dans cette salle. Il a fini par dire que ce qu'il savait, c'était que Benoît avait dit au gars qu'il manquait de l'argent et que je voulais vendre. Benoît a haussé les épaules en disant qu'il fallait les prévenir. Je lui ai demandé de quoi il fallait les prévenir, mais il n'a pas répondu. Maître Vasseur a alors pris la parole. Sa voix n'était pas agressive, mais elle était nette, ce qui était pire pour Benoît. Il a annoncé qu'à compter de ce jour, conformément au statut et aux éléments présentés, les droits de gestion de Benoît étaient suspendus. Il a précisé que ses accès aux outils de signature,
à la messagerie générale et aux moyens de paiement de la société lui seraient retirés, et qu'une mise en demeure serait adressée pour la restitution des documents et le remboursement des dépenses non justifiées. Benoît s'est levé brusquement en disant que je ne pouvais pas le renvoyer de l'entreprise qui portait aussi son nom. Maître Vasseur a répondu avant moi qu'il ne s'agissait pas de son nom, mais de ses droits de gestion, et qu'ils étaient suspendus à compter d'aujourd'hui. Ma mère s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient brillants, mais pas de la manière que j'avais imaginée. Elle n'était pas bouleversée par ce que Benoît avait fait. Elle était bouleversée que cela soit dit à voix haute. Elle a murmuré qu'il avait peut-être fait des erreurs, mais que ce n'était pas une raison pour l'humilier devant tout le monde, et m'a supplié de ne pas détruire la famille pour des documents. Je l'ai regardé. J'avais attendu ce moment pendant 30 ans sans le savoir. Je lui ai répondu que l'humiliation, c'était quand mon propre frère racontait aux salariés que je détournais l'argent de l'entreprise que j'avais sauvée. L'humiliation, c'était quand on me demandait encore de sourire pendant qu'il mettait les comptes en danger. J'ai ajouté que ce que je faisais aujourd'hui, c'était empêcher qu'il recommence. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Benoît a attrapé son téléphone en affirmant que nous étions tous en train de nous faire manipuler. Personne n'a répondu. Il a quitté la salle en claquant la porte. 10 minutes plus tard, il est revenu pour prendre son ordinateur. Malik s'est levé et l'a accompagné jusqu'au bureau, sans un mot. Je ne lui avais rien demandé. Il l'a fait comme on ferme un portail après un coup de vent. La suite a été moins théâtrale que ce que les gens imaginent. Pas de crise interminable, pas de chaises renversées, pas de drame nocturne. Les vraies conséquences administratives ont souvent le bruit d'une imprimante et d'un mot de passe qu'on change. Le soir même, l'accès de Benoît à la messagerie générale a été coupé. Sa carte d'entreprise a été désactivée. Les procurations bancaires ont été revues avec notre conseiller à la banque. Maître Vasseur a envoyé une mise en demeure pour le remboursement des dépenses injustifiées et la restitution de tous les documents commerciaux et comptables qu'il détenait. Les contrats signés sans mandat ont été gelés, puis examinés un par un. Benoît a tenté d'appeler plusieurs salariés. La plupart n'ont pas répondu. 2 sont venus me voir le lendemain, mal à l'aise, pour me dire qu'ils ne voulaient pas être mêlés à une histoire de famille. Je leur ai répondu que ce n'était plus une histoire de famille pendant les heures de travail. C'était une entreprise, avec des paies, des clients et des responsabilités. Claire Roussel n'a pas signé tout de suite. Elle n'avait aucune raison de le faire. Elle m'a demandé une réunion claire, avec un nouveau planning, un devis corrigé et une confirmation juridique sur les pouvoirs de signature. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de réunion à Lyon, avec son assistante, l'architecte et Malik pour la partie technique. Je n'ai pas promis de miracle. J'ai annoncé 10 semaines, pas 6. J'ai refusé les pénalités absurdes et proposé un calendrier par tranche. Claire a posé beaucoup de questions. À la fin, elle a fermé son dossier en affirmant qu'elle reconnaissait enfin ma façon de travailler. Elle a signé 2 semaines plus tard. Pas par pitié. Pas parce qu'elle voulait réparer notre famille. Parce que l'entreprise était redevenue sérieuse et lisible. Dans l'atelier, l'ambiance a mis du temps à revenir. Les rumeurs laissent toujours des traces. On ne nettoie pas une réputation comme on balaie de la sueur. Pendant quelques semaines, les conversations s'arrêtaient encore quand j'entrais trop vite dans une pièce. Malik reprenait les plannings avec moi, Chantal vérifiait 2 fois chaque validation, les gars de la pause demandaient des confirmations écrites pour tout. Ça m'agaçait parfois, puis je me rappelais que la confiance ne revient pas parce qu'on leur donne. Un vendredi matin, Malik est entré dans mon bureau avec 2 cafés de la boulangerie du Rond-Point. Il en a posé un devant moi et m'a confié qu'il aurait dû venir me voir plus tôt. Je l'ai regardé. Il avait l'air sincèrement embarrassé. Je lui ai répondu que moi aussi, j'aurais dû arrêter de couvrir les choses plus tôt. Il a hoché la tête en disant que les gars savaient, maintenant. J'ai estimé qu'ils en savaient une partie et que ça suffisait. Il a esquissé un sourire en notant que le chariot élévateur tombait encore en panne. J'ai presque ri en répondant qu'au moins, lui ne mentait pas. Cette petite phrase a fait plus pour l'ambiance que n'importe quel discours. Dans une menuiserie, on ne se réconcilie pas avec de grandes déclarations. On reprend le travail, on se passe une clé de 13, on râle contre un fournisseur en retard, on partage un café trop chaud en regardant la pluie tomber sur le gravier. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 3 mois. J'ai su par une cousine qu'elle disait que j'étais devenu dur, que mon père n'aurait pas aimé voir ses fils séparés, que l'argent rendait les gens mauvais.
Je n'ai pas répondu. Avant, j'aurais appelé pour corriger, expliquer, nuancer. J'aurais passé 1 heure à lui prouver que je n'étais pas le monstre de l'histoire. Cette fois, je l'ai laissé avoir sa version dans son salon. Benoît, lui, a essayé de raconter autour de lui que je l'avais trahi, que j'avais manipulé notre père à la fin, que l'entreprise n'était plus vraiment familiale. Il a envoyé des messages à d'anciens clients, à des fournisseurs, même à un voisin de ma mère qui n'avait jamais mis les pieds à l'atelier. Certains ont peut-être cru son histoire. D'autres m'ont appelé avec cette prudence gênée des gens qui veulent vérifier sans avoir l'air d'y toucher. Je répondais toujours la même chose, les décisions avaient été prises sur document et, pour le reste, je n'avais rien à ajouter. Maître Vasseur m'avait conseillé de ne pas alimenter les rumeurs. Il avait raison. Quand quelqu'un se noie dans sa propre version, il cherche souvent votre main pour vous entraîner dedans. Benoît a finalement vendu une partie de ses parts pour rembourser ce qu'il devait à la société. Pas en une semaine, pas dans un grand final propre. Il y a eu des courriers, des échanges d'avocats, des montants discutés, des délais. Il a gardé une part minoritaire, sans pouvoir de gestion. La vie réelle donne rarement des fins nettes. Mais il n'avait plus les clés, plus la carte, plus l'adresse générale, plus le droit d'entrer dans l'atelier en parlant comme si tout lui appartenait. Le premier appel de ma mère est arrivé un mardi soir. J'étais chez moi, à Bron, dans mon appartement, en train de faire réchauffer des restes de pâtes. Son nom s'est affiché sur l'écran. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Sa voix était plus douce que d'habitude. J'ai senti le piège avant même qu'elle parle. Elle m'a expliqué que Benoît n'allait pas bien, qu'il tournait en rond et trouvait que je refusais toute discussion. Je n'ai rien dit. Elle m'a demandé si je ne pouvais pas trouver un arrangement, peut-être quelques jours par semaine, pour qu'il se sente utile, me rappelant que c'était mon frère. J'ai posé la casserole hors du feu et j'ai dit non. Il y a eu un silence. Elle m'a demandé si je ne voulais même pas y réfléchir. Je lui ai dit que j'avais réfléchi pendant 30 ans, mais que cette fois, c'était non. Sa voix s'est durcie en m'accusant de le punir. J'ai rétorqué que j'étais simplement en train de protéger l'entreprise, et moi avec. Elle a commencé à dire que mon père aurait voulu autre chose, mais je l'ai interrompu calmement en lui rappelant que papa avait laissé des statuts pour éviter exactement ce qu'elle me demandait. Elle n'a pas répondu. Je l'entendais respirer. J'ai conclu l'appel en lui souhaitant une bonne soirée. J'ai raccroché sans trembler. Pas parce que ça ne me faisait rien. Parce que je savais enfin que la douleur n'était pas une preuve que je me trompais. Depuis, l'entreprise existe toujours. Elle est plus petite que dans mes rêves de jeunesse, mais plus saine. On a remplacé le portail métallique. Le chariot élévateur, lui, a fini par rendre l'âme un matin de février avec un bruit ridicule, et personne ne l'a regretté. Le tableau blanc de l'atelier est redevenu un outil, pas un territoire. Les devis sont validés. Les clients parlent à la bonne personne. Les fournisseurs savent qui peut signer. Chantal a gardé ses classeurs, mais elle envoie aussi des copies numériques à chaque validation importante. Malik râle toujours contre les délais, ce qui est sa manière à lui de dire que tout va à peu près bien. Le chantier Roussel nous a occupé presque une année entière. Il y a eu des imprévus, des retards de livraison, un ascenseur en panne dans un hôtel, une erreur de code sur une tête de lit et un dimanche matin passé à reprendre un habillage de bar avant l'ouverture. Rien de romantique. Du travail. Du vrai. Quand le dernier acompte a été payé, Chantal est venue me montrer le relevé bancaire avec un sourire discret, m'avouant que ça faisait du bien de voir une ligne propre. Oui. Ça faisait du bien. Je pense encore à mon père, parfois, surtout tôt le matin, quand l'atelier est vidé que la sueur de la veille flotte encore dans la lumière. Je lui en veux toujours un peu. Il avait vu avant moi et il aurait pu parler plus tôt. Il aurait pu me soulager d'une partie du poids. Mais je garde sa lettre dans le tiroir de mon bureau, pas comme une relique, plutôt comme un rappel sec, écrit avec ces mots maladroits pour me dire que Benoît n'a pas besoin qu'on lui donne les clés, mais qu'il a besoin qu'on l'empêche de tout détruire. Pendant longtemps, j'ai cru qu'une rupture familiale était forcément un échec. Aujourd'hui, je vois les choses plus simplement. Il y a des liens qui ne cassent pas parce qu'on manque d'amour. Ils cassent parce qu'ils ont servi trop longtemps à maintenir quelqu'un sous l'eau pendant qu'un autre appelait ça la paix. Je ne passe plus mes soirées à réparer des catastrophes en appelant ça de la loyauté. Je ne réponds plus à chaque accusation. Je ne cours plus derrière chaque mensonge pour le corriger.
Je travaille, je signe ce qui doit être signé, je rentre chez moi quand je peux, et certains soirs je traverse Lyon sans refaire mentalement la liste des dégâts de mon frère. Mon père avait raison sur une chose, il ne fallait pas laisser Benoît faire s'effondrer l'entreprise. Mais il m'a fallu 54 ans pour comprendre que je n'étais pas obligé de rester à l'intérieur pour sombrer avec lui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.